L'affaire Bonfanti, le temps file. 36 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti à Pontcharra, un suspect reconnaît l'avoir tuée. Il est aussi mis en examen pour enlèvement et séquestration. Mais le travail n'est pas terminé pour la justice, sachant que la prescription pour meurtre n'est que de 10 ans. C'est le grand soir pour le bivouac de la Bastille. Les 6 cabanes réalisées par des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble et l'espace dédié aux tentes seront officiellement inaugurés ce vendredi soir sur le Glacis. Une connexion avec la montagne pour les publics peu familiers et aussi pour tous ceux qui veulent dormir sous les étoiles avec une belle vue sur Grenoble. Et puis Jean Caunes, l'un des Grenoblois à l'origine de la pétition contre la délibération de la ville de Grenoble qui doit permettre l'autorisation du burkini dans les piscines municipales, sera l'invité de ce JT. Cette pétition a déjà reçu plus de 2100 signatures. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 13 mai 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'était l'un des plus vieux cold cases de France et il vient d'être résolu. Lundi, un homme de 56 ans a été arrêté et mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. La jeune femme, mère de 2 enfants, dont un de 6 mois, avait disparu le 22 mai 1986 près de la gare de Pontcharra alors qu'elle livrait des journaux. Faute de preuves, l'affaire avait été classée, puis en 2020 rouverte sur demande très argumentée de la famille et confiée à la section de recherche de Grenoble et sa cellule Cold Case qui, depuis l'affaire Lelandais, a développé un protocole très précis. Des fouilles autour de l'ancienne maison de l'accusé, aujourd'hui détruite, ont notamment permis l'arrestation d'Yves Chatin, qui a reconnu les faits. Sa version, c'est qu'il aurait étranglé la victime après une altercation parce que sa voiture gênait son entrée. Pour la justice, il est important de comprendre exactement ce qui s'est passé. L'infraction d'enlèvement-séquestration, pour laquelle M. Chatin a été mis en examen, est une infraction en droit dite continue. Donc cet enlèvement-séquestration n'est à ce jour pas prescrit, malgré les 36 années écoulées. Mais toutefois, si l'enquête qui se poursuit ne parvient toutefois pas à établir d'ici quelques semaines, quelques mois, qu'il y a bien eu enlèvement et séquestration, on ne va plus pouvoir garder cette infraction comme chef de mise en examen et il ne restera plus que l'infraction de meurtre. Ce crime de meurtre, lui, se prescrit classiquement par 10 ans à compter du dernier acte interruptif de prescription. Tous les professionnels du droit savent que cette question de la prescription se pose dans beaucoup de dossiers de cold case et dans ce dossier en particulier. La position donc, du parquet de Grenoble est la suivante. Nous allons soutenir l'argumentation juridique selon laquelle les faits de meurtre ne sont pas prescrits. Donc il y a une nouvelle jurisprudence à créer sur ce sujet de la prescription. Nous gardons nécessairement le secret sur les investigations à venir, notamment sur les recherches du corps, parce qu'elles sont particulièrement importantes, essentielles, et pour l'instant, nous nous devons au secret. Non pas pour vous cacher des choses, mais plus pour la manifestation de la vérité. L'époux de Mme Bonfanti, Thierry, me disait tout à l'heure, vous savez, Maître Boulou, c'est pas possible que la justice soit passée à côté. Mais le bonheur, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, elle ait rattrapé cette erreur et qu'elle ait enfin remis le dossier sur les rails judiciaires et qu'on aboutisse à la vérité. On va tourner la page, pas tout de suite naturellement, il faut retrouver les restes de Madame Bonfanti, il va falloir lui offrir une sépulture digne et puis, bien ma foi, on va enfin vivre. À 27 années-lumière de nous, Sagittarius A étoile, ce qui en fait le trou noir le plus proche de la Terre, un trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée, dont la preuve a été apportée par l'équipe de l'Event d'Horizon Télescope, une collaboration internationale dans laquelle on retrouve l'Institut de radioastronomie millimétrique, l'IRAM de Grenoble, via son télescope de 30 mètres situé près de Grenade, en Espagne. Le trou noir est entouré d'un anneau brillant, c'est cela qu'on voit, une performance exceptionnelle qui, selon les
les chercheurs reviennent à observer un donut sur la Lune depuis la Terre pinaise. À défaut d'apercevoir un trou noir à l'œil nu, c'est quand même compliqué, le bivouac de la Bastille vous invite à partir de ce soir à venir observer les étoiles dans le ciel grenoblois avant de vous endormir dans un des refuges installés sur le glacis. On retrouve tout de suite sur place au bivouac de la Bastille Lina Badreddine et Laurie Baillet. Et oui, ce soir, c'est l'inauguration du bivouac à la Bastille. Je suis avec Pierre-Loïc Chambon. Vous êtes chargé de mission montagne à la ville de Grenoble. C'est un peu la montagne ici. Oui, effectivement, la Bastille, c'est un peu la montagne de Grenoble. Alors c'est vrai que pour les purs montagnards, c'est quand même une montagne un peu basse et un peu proche de la ville. Mais pour beaucoup de Grenoblois qui pratiquent peu la montagne, c'est déjà la montagne est finalement un bon lieu passerelle, un lieu tremplin pour le public que la mission montagne cible. C'est-à-dire tous ces Grenoblois qui finalement ont la montagne tous les jours autour d'eux, mais qui la pratiquent peu, d'avoir comme ça un lieu qui donne envie, dans lequel on apprend les bonnes pratiques pour aller en montagne. Et alors ici, c'est pas des tentes, c'est des cabanes pour bivouaquer. Combien il y a de cabanes ? Donc il y a 4 cabanes avec 12 places en tout. Et puis on a 6 emplacements pour tentes, ce qui fait qu'en tout, on peut accueillir une trentaine de personnes au bivouac de la Bastille. Et s'il n'y a plus de place, est-ce qu'on peut venir avec sa propre tente ? Malheureusement non, effectivement, c'est un bivouac qui est géré comme un refuge. Et donc dans un refuge, il faut réserver pour pouvoir venir. Pourquoi venir bivouaquer ici à la Bastille ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors l'enjeu déjà c'est de profiter de la vue qui est magnifique et du paysage. Ça peut être bien aussi de passer un peu de temps à ne rien faire, c'est important. Mais aussi on a prévu en particulier pour tous les groupes qui viennent, on a beaucoup de centres sociaux qui vont venir, de centres de loisirs, des animations avec des associations partenaires autour de la faune, de la flore, de l'observation du ciel presque étoilé. Donc c'est avant tout un lieu éducatif où on apprend des choses. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Loïc Chambon. Et juste à côté de moi aussi, Bertrand Salingue. Vous êtes membre du comité Isère des clubs alpins. Comment les gens vont être accueillis ici ? Eh ben, ils vont être très bien accueillis parce que, comme le disait Pierre-Loïc, c'est que l'idée c'était d'accueillir un public néophyte, des gens en fait qui sont pas tout à fait autonomes en montagne et qui ont envie de le devenir. Et donc en fait le gardien sera aux petits oignons pour ces gens-là, pour vraiment leur transmettre les bonnes pratiques, les bons codes et comment on se comporte en refuge et en montagne, et puis un peu démystifier la montagne qui est pas si effrayante que ça. Alors justement, ça demande quelle gestion un lieu comme celui-ci ? Eh ben, c'est une gestion. C'est une gestion un peu de montagne parce qu'on n'a pas l'eau courante, on n'a pas l'électricité, donc en fait c'est un peu précaire et donc il faut en fait se renseigner sur les conditions, il faut s'adapter au milieu, il faut aussi le respecter le milieu, notamment en termes de bruit et de dégradation. Donc c'est pas un centre-ville, voilà. Donc c'est une gestion un peu particulière et le gardien en fait il sera là pour veiller à ça et à transmettre aux personnes qui viendront au bivouac comment on se comporte dans cet environnement, pour pouvoir plus tard, pourquoi pas, aller dans des lieux, on va dire, un peu plus reculés. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et ici, la soirée va se poursuivre pour une inauguration officielle. Merci à tous. Merci Lina, merci Laurie, et ça fait envie. Alors pour vous inscrire, si vous avez envie de profiter de ces bivouacs, il faut vous rendre sur le site de la Fédération française des clubs alpins et de la montagne, ou bien à la Maison de la Montagne, et la réservation c'est 10 € la nuit. Ça vaut le coup pour passer la nuit à la Belle Étoile, à 2 pas de la ville. Depuis la Bastille en 2024, on verra peut-être le métro-câble passer de Saint-Martin-le-Vinoux à Fontaine. En attendant, c'est à Toulouse que le plus long téléphérique urbain de France a été inauguré aujourd'hui, avant une ouverture au public samedi. Téléo, c'est son nom, a été construit par le Grenoblois Poma, qui sera aussi à la manœuvre sur le métro-câble. Il traverse un fleuve, survole une colline pour relier 3 pôles naturels. Tout ça en 10 minutes de trajet. La saison s'achève en beauté pour le FCG pour leur dernier match de Pro D2 de l'année. Jeudi soir au Stade des Alpes, les Grenoblois l'ont emporté 42-17 avec le bonus offensif face aux joueurs de Bourg-en-Bresse. Ange Capozzo, qui avait à cœur de bien terminer à Grenoble avant son envol vers le Stade toulousain, a marqué un des 5 essais. Le FCG termine à la 12e place du championnat. On aura quand même une petite pensée pour Bourg-en-Bresse qui se retrouve avec ce match propulsé en national la saison prochaine. Même si la saison n'est pas terminée, les autres sections du FCG continuent la compétition. Et puis le Stade des Alpes va continuer à voir passer du monde. Il accueillera le 2 juin à 20h45 un match de l'équipe de France Espoir de foot contre la Serbie. Match comptant pour les qualifications de l'Euro 2023. La billetterie est ouverte.
La piscine, c'est un film dramatique, mais à Grenoble, c'est aussi un feuilleton à rebondissement et pas franchement drôle non plus. Au prochain conseil municipal, lundi après-midi, une délibération proposera de modifier le règlement des piscines municipales pour élargir la catégorie des vêtements de bain, autorisés ou non. Le burkini pourrait alors être autorisé. Si l'affaire avait déjà fait quelques vagues en 2018, des militantes de l'association Allons Citoyenne ayant atteint les bassins de la piscine Jeanbron, elle est repartie de plus belle il y a quelques semaines avec l'annonce de cette délibération et on peut dire que l'emballement politique et médiatique est à la limite de boire la tasse. Au milieu de tout ça, il y a aussi une pétition de Grenoblois contre cette autorisation du burkini, lancée par des citoyens dont vous faites partie, Jean Caunes. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi est-ce que vous êtes contre cette autorisation ? Alors pour une raison qui est complexe, mais que je vais essayer d'exprimer clairement. Parce que cette délibération n'a rien d'une délibération sur la longueur du maillot de bain, sur la qualité du matériel, le lycra, etc. Elle est quand même, d'une certaine manière, une certaine hypocrisie, parce qu'il s'agit, sous prétexte d'arguments purement techniques, d'autoriser un vêtement pour la piscine qui est l'équivalent du voile. Nous ne sommes pas contre le voile, il est accepté dans l'espace public, mais nous sommes contre la pression qui a exercé, comme vous l'avez signalé, une association, Alliance Citoyenne, qui défend un islamisme radical, intégriste, et qui a posé ses exigences auprès du maire de Grenoble. Et c'est donc devant les conséquences et les effets de cette délibération que nous avons voulu solliciter la signature ou les signateurs des Grenoblois. Mais je ne vois pas bien la différence. Pourquoi est-ce que la piscine, ce serait plus dérangeant de porter le voile ? Non, mais c'est pas une question qui se limite au voile. C'est une question du pouvoir municipal dans une république. Et au fond, notre objectif est de dire nous sommes dans un pays où il y a une diversité culturelle. Certes, liée à l'histoire, liée à la colonisation, liée au nord-sud, mais que cette diversité culturelle, elle s'exerce dans une chose commune qui est celle de la République. Et celle de la République pose la question de l'égalité homme-femme d'abord. Ce qu'on va permettre aux femmes, on ne le pose pas pour les hommes. Cette chose commune, c'est aussi le respect de la dignité de la femme et de ne pas penser que la femme est un objet qui est soumis au regard pervers de l'homme. Donc il y a derrière cette délibération, non pas tellement une interdiction, mais le fait de ne pas rentrer dans une logique identitaire. Et c'est bien dans cette logique-là que rentre la pétition, la délibération, sans le dire d'ailleurs, comme si c'était qu'une question secondaire. Un non-sujet, comme le dit le maire de Grenoble. Alors, combien de signatures avez-vous recueillies ? Là, aujourd'hui, 2400. 2400. Le profil des signataires Je crois qu'il est extrêmement divers. Il est extrêmement divers, d'abord parce que la pétition ne pose pas le problème de l'islam, elle est en rien une expression d'islamophobie, mais de rejet de l'islamisme radical. Et donc on trouve là-dedans des gens qui s'expriment et qui viennent de la gauche, des gens qui viennent du centre, des gens qui viennent de la droite aussi, et qui sont des républicains. Ça, c'est sur une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, nous nous sommes d'abord adressés aux Grenoblois, mais elle a eu une diffusion virale. Et il y a au fond beaucoup de gens de la métropole et du département qui ont participé parce que l'identité métropolitaine est aussi en jeu par rapport au règlement des piscines qui peuvent demain devenir des piscines sous la compétence de la métropole. En 2001, vous étiez conseiller municipal à Grenoble, élu avec l'ADES, l'Association Démocratie, Écologie, Solidarité. Absolument. On peut dire les premiers écolos de Grenoble. Oui. Les temps ont bien changé, on a un maire écolo. Les temps ont changé, oui. En 20 ans, le monde a changé, la France a changé, la République s'est fragilisée. Et les questions sociales ont particulièrement disparu et on le voit aujourd'hui. Le risque qui est le nôtre avec cette pétition, c'est l'opposition identitaire républicain universaliste. Les choses ont changé et ELV et l'écologie, les Verts, je ne sais plus très bien où ils en sont par rapport à cette question identitaire. Je crains qu'ils soient dans une mauvaise passe parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le danger du communautarisme. Finalement, ça va concerner cette histoire une poignée de personnes. Aujourd'hui, toute la France est au courant. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas allé trop loin ?
mais qui serait le on qui serait allé trop loin. Je pense que Éric Piolle, dans ce domaine-là, a voulu marquer, au fond, sa position d'acteur politique au niveau national. Et puis, on a aussi voulu ignorer, on n'a pas voulu reconnaître que cette société grenobloise, comme la société française, pouvait être diverse, mais elle devait préserver sa communauté vis-à-vis de la République. Est-ce que, en tant que professionnel de la communication, vous pensez qu'Éric Piolle a fait une erreur ? Oui, mais je me situerai... Non, parce que je pense que par rapport à sa propre communication, qui se veut à l'échelon national, alors qu'il n'a été que 4e quand même dans la lutte à la candidature, ben voilà, il fait feu de tout bois, mais le bois qu'il a allumé est un bois qui est trop humide et qui est trop dangereux. Sur le plan politique, alors oui, il a fait une erreur, parce qu'il a créé une fracture profonde dans la société grenobloise. Il suffit de voir la déclaration des 39 maires de la commune. Même 40, un peu. Ils sont passés à 40. Ils sont passés à 40, ouais. Ben c'est formidable. Sur 49, ce qui est une drôle de fracture. Et puis, il fracture sa majorité aussi. Il y a une grande partie de sa majorité. Donc, si le maire n'est pas celui qui crée un sentiment d'appartenance à une collectivité large, et s'il creuse les fractures, c'est alors une erreur politique, à mon sens. Merci Jean Caunes. Allez, quelques idées de sortie pour sourire en cette fin de semaine. Double dose de musée ce week-end avec la nuit des musées samedi et musée en fête pendant 2 jours. 54 musées isérois y participent, des visites guidées, des spectacles, des ateliers, concerts ou conférences. Parmi les rendez-vous, un spectacle de feu au musée Champollion à Vif, une enquête à résoudre au musée Berlioz à la Côte-Saint-André, une balade à vélo autour du Grand Séchoir à Vinay, une chasse aux fantômes au musée de l'Ancien Évêché à Grenoble ou encore la visite des nouvelles serres du jardin des plantes en nocturne. Et tous ces événements sont évidemment gratuits. Le programme est à retrouver sur le site muséeenfête.isère.fr. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.